On va revenir sur cet Olympico. Elles sont prêtes, les images. On va les voir avec vous. Qu'est-ce que vous avez compilé dans les 30 secondes auxquelles vous avez droit? Eh ben, on va commencer par le carton rouge, puisque l'OM s'est retrouvé à 10 contre 11 pendant 1 heure après le pénalty, enfin pas le pénalty, plutôt le tacle de CJ Egan Riley sur Malik Fofana qui partait au but. Carton rouge pour le défenseur marseillais. Donc l'OM à 10 à la 29e minute. On vous a mis quelques occasions, notamment celle de Bjerg à la 63e minute. Parade du gardien lyonnais. Une occasion également, enfin ça c'est surtout le but avec Tagliafico au deuxième poteau, le ballon sur la barre, ça va revenir sur Soultch et finalement c'est Leonardo Balerdi qui marque contre son camp, donc victoire 1-0 de l'OL qui rejoint le Paris Saint-Germain en tête du classement. Est-ce que Balerdi entraîne directement une sortie de quelqu'un ou bon, on peut parler du match d'abord, parce que le pauvre Balerdi, il était tellement dans l'œil du cyclone sur la première période. S'occuper de son cas après, mais... Vous lui mettrez après, c'est ça, Dave, c'est ça. C'est pas, on va faire le jeu des Vous allez être un peu sympa quand même au début. Est-ce que ce but marqué en toute fin de période transforme votre regard sur l'Olympico? Vous ressortez comment? 0-0 jusqu'à la 88e minute, ça aurait pu être le premier 0-0 de la saison, et finalement ça se transforme en une victoire de l'OM. À part Raymond qui a fait des bons sans doute sur la fin de match. Non, moi j'avais annoncé 88e, Lyon va gagner 1-0. Donc sur penalty. J'ai dit penalty. Complètement à côté. Bon, ça fait 1-0 quand même. C'est but contre son camp. Non, mais la différence, elle était nette quand même entre la première et la deuxième mi-temps. Pour Lyon, la sortie de Fofana fait la différence. Si Lyon a de la chance de marquer ce but-là, parce qu'ils peuvent prendre, il y a 2 occasions pour Marseille où c'est eux qui peuvent faire la différence en deuxième mi-temps. Ils ont plus eu d'accélération, de changement de rythme, de pénétration, voilà, de 1 contre 1. La difficulté de la supériorité numérique. Ah oui, pendant 45 minutes, vous jouez à 11 contre 10. Plus pendant 1 heure. 1 heure. Ouais. Et vous avez la sensation que vous allez pouvoir prendre le dessus parce que vous êtes plus 1, et puis on s'en rend compte que c'est l'Olympique de Marseille qui a eu les occasions les plus importantes, les plus franches au moins, et qu'ils ont eu du mal à trouver des solutions. En plus, la perte de Fofana, c'était le seul joueur qui leur a amené de la vitesse, un peu de percussion, un peu de profondeur dans le jeu. Ça a ronronné, ils ont beaucoup centré n'importe comment. Peu de présence devant les buts quand il y avait des centres parce que personne n'a coupé les trajectoires au premier poteau. Puis il y a eu ce fait de jeu en fin de match avec le but de contre son camp de Balerdi. Est-ce que ça fait basculer, Sébastien, cet Olympico, pardon, parce que basculer dans l'émotion. Oui, dans l'émotion, le scénario fait qu'on ressort de ce soir-là. 0-0. Je pense qu'on se serait dit la seconde période nous a un petit peu endormis malgré les 2 jolies occasions de l'Olympique de Marseille. On se serait dit c'était décevant par rapport à la première période qui était plutôt enthousiasmante quand même. Là, le fait qu'il y ait un but à la fin du match, bien sûr, pour ce qui est du côté émotionnel et sur l'ensemble de la soirée, pour dire est-ce qu'on a passé une belle soirée, je pense qu'on bascule du bon côté grâce à ce but. Que ce soit pour Lyon ou pour Marseille, ça n'aurait rien changé. Le Groupama Stadium est en fusion, en train de fêter cette victoire, et ça pour l'Olympique Lyonnais, ça transforme tout, quoi. Il y a 6 semaines, c'est un mois. Ils se retrouvent là avec une équipe qui est quand même, on en reparlera, mais brinque-ballante, parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin d'ici demain soir d'un attaquant de pointe. Ils font 9 sur 9. Mais ils se retrouvent avec 3 victoires. Ils peuvent être heureux. C'est inespéré. Non, mais c'est ça l'histoire. Après, c'est vrai qu'il a été globalement décevant. Il y a eu des faits de jeu. On aura l'occasion d'y revenir qui vont raconter une histoire de ce match. Après, sur le niveau de jeu et notamment en seconde période, ça a été compliqué même du côté de Lyon et on s'est retrouvé à la situation. Je pense même que c'était Seb qui avait dit à la mi-temps. Tous ces centres que Lyon ne coupe pas, c'est peut-être aussi le fruit du fait qu'il n'y ait pas de neuf. Et à un moment, c'est devenu même caricatural parce que quand Marseille s'est un petit peu rééquilibré avec la sortie de Greenwood et la sortie sur blessure de Fofana, alors là, pour le coup, il y avait presque plus d'avantages lyonnais. Donc ils s'en sortent avec cette situation qui là est plus un fait de match avec le CSC de Balerdi. Globalement, on n'a pas eu un grand match, mais c'est un match qui va avoir de drôles de conséquences. Oui, c'est plaisant. Mais après, il y a aussi, à l'inverse, je pense qu'on pourra revenir aussi sur Monsieur De Zerbi sur le côté un peu plus négatif, mais il a effectué un changement à la mi-temps qui a amené aussi son équipe à accepter de subir, et finalement cette équipe-là... Greenwood sanctionné à la mi-temps, entre guillemets, on verra si c'est une sanction ou pas pour vous. Il met un défenseur supplémentaire, et il se retrouve avec vraiment une ligne de 5 très alignée. C'est plus facile à gérer pour une équipe. Évidemment que c'est plus facile de défendre, et comme c'est une équipe moyenne, voire quelconque, forcément elle est plus en facilité à défendre et à jouer le contre qu'à essayer de faire le jeu et à jouer à 50 mètres de but. Et moins une, ils le prennent le match. Ludo, avant d'aller voir Giovanni Castaldi au Groupama Stadium.
Cet Olympico, est-ce que le scénario du fin de match change votre perception de la soirée? Franchement, si on prend les 10 derniers Olympico, on est plus proche de la fin du plus mauvais que du meilleur. Ouais. C'est vrai. À 0-0, ça aurait été le premier depuis 10 ans. Honnêtement, c'est toujours pour un match qui révèle toujours beaucoup Ouais. de choses. Il y a toujours du spectacle, il y a toujours des scénarios un peu inattendus. Puis c'est un peu les deux vrais rivaux de la Ligue 1, quoi, en fait. C'est le scénario finalement auquel on s'attendait. On se disait si l'OM et pourtant, je veux dire, le manque de prise de décision ou de presque de panache de Fonseca a failli coûter le match aux Lyonnais parce que pendant quasiment un quart d'heure, 20 minutes, ils ont joué avec une attaque Tolisso, Abner et Karabek. Bon, c'est pas le meilleur moyen pour marquer, pour essayer d'enfoncer le clou Non. et d'essayer de prendre l'avantage sur ce match-là, alors que Lyon avait un réel avantage. Donc il a tergiversé, ça a failli lui coûter cher. Et puis finalement, il fait ce changement. Et puis ce joueur que j'aime beaucoup, moi, Pavel Such, que je trouve vraiment très très bon. Il avait déjà été merveilleux lors du dernier match. Donc évidemment, on va se projeter maintenant, mais je trouve que heureusement que la trêve internationale arrive maintenant pour l'Olympique de Marseille. On va en parler dans un instant. Ça va leur faire le plus grand bien parce que là, tu repartais sur une nouvelle semaine. On va en parler de Marseille évidemment dans quelques instants. Giovanni Castaldi qui est en train de surveiller ce qui se passe du côté de la zone mixte. Ah, Giovanni. Giovanni, alors vu du Groupama Stadium, on ressort comment de cet Olympico? Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Oui, on est juste en fait à côté du tunnel des joueurs. Il y a Georges Mikotadze qui est passé, qui a été acclamé en tribune. Il y a eu une magnifique osmose entre le public lyonnais et les joueurs. L'ambiance ce soir au Groupama Stadium était magnifique. Le stade était bondé. Comment on sort de cette rencontre? C'est un Olympico un peu décevant, mais il faut dire qu'on avait du caviar depuis cette histoire de rencontre où l'an passé il s'était passé un scénario complètement dingue avec la victoire de l'Olympique de Marseille. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de déchets technique, c'est un succès mérité pour l'OL, même si Marseille a été dangereux parfois en seconde, en contre-attaque. J'ai l'impression qu'ils étaient même plus à l'aise en défendant et en contrant qu'en devant faire le jeu. Mais moi, je vais être tout à fait honnête, j'attendais pas grand-chose de cette saison de l'Olympique Lyonnais. J'étais même inquiet. Et après ces 3 rencontres, forcé de constater que le staff a très bien travaillé. C'est la première fois que je voyais Morton des tribunes. C'est vraiment un joueur délicieux. Donc voilà, et on sent que ce club travaille sainement, qu'il y a une bonne ambiance. Est-ce que c'est le départ de monsieur John Textor qui a fait tant de mal à ce club, qui a un peu libéré tout le monde, sans doute. En revanche, en face, je suis extrêmement inquiet pour l'Olympique de Marseille. Encore beaucoup de nervosité et un problème de niveau, tout simplement, quand je vois encore le niveau ce soir du capitaine Balerdi. Mon Dieu, il faut que Marseille recrute derrière. Il a été vraiment très mauvais ce soir, l'Argentin. Le pauvre Balerdi qui en plus symbolise ça avec un but contre son camp qui a offert la victoire depuis le début de saison Lyon. Où il est dans tous les mauvais coups complètement. Mais c'est vrai que ce que disait Giovanni, c'est que on pouvait avoir, vu ce qui s'est passé cet été, vu l'état des finances de l'Olympique Lyonnais, pour avoir les plus grandes craintes pour Lyon. Limite, c'était une victoire même de rester en Ligue 1. Et tu sens qu'ils se mettent pas plus d'objectifs que ça, même si un club comme ça a vocation plutôt à être européen. C'est quand même une saison où tu sens que on verra bien ce qui se passe. Or, Marseille, c'était un peu la dynamique inverse. C'est-à-dire qu'ils finissent très fort en finissant deuxième du championnat, donc qualification directe pour la Ligue des Champions. Ils font une intersaison où déjà ils gardent leur entraîneur, ce qui est une première depuis je sais pas combien de temps. Non mais c'est vrai, c'était déjà ça, parce qu'il y avait déjà un petit peu des rumeurs, des Herbiers restera pas. Il est resté. Je crois qu'il y avait encore, comme l'année dernière, tous les clubs d'Europe qui le voulaient. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce truc-là. Ils gardent plus ou moins leurs joueurs très forts, Higuaín, Rouli, etc. À ce moment-là, Rabiot, puisqu'il n'y avait pas encore l'incident. Et on s'est dit que Marseille, par contre, allait arriver vraiment lancé. En plus, ils récupèrent Aubameyang, etc. Et c'est les trajectoires complètement inversées. C'est-à-dire que Lyon fait de briques et de broc, c'est pas un grand Lyon, mais avec ce qu'ils ont, ils optimisent. Et Marseille, qui devait arriver plein badin et être le vrai challenger du PSG jusqu'à ce qu'il puisse tenir. Non, mais c'était un petit peu comme ça que c'était présenté. Pas finir à 20 points, être un peu celui qui résiste. Mais c'est un carnage. Et ce soir, ça symbolise ça. Mais complètement. Peut-être, effectivement. Romain, déclaration du milieu de terrain de l'OM. Bierg. Exactement, le milieu de terrain marseillais, Pierre-Émile Bierg, chez nos confrères de Ligue 1+. On se rend la vie difficile avec le carton rouge, on le rappelle à la 29e minute. On a eu les occasions, mais perdre ici, ça fait mal parce qu'on est Marseille et qu'on veut gagner le match, basta.
Pas plus. Pas plus pour l'instant. Vous vouliez d'autres choses. Vous vouliez d'autres choses. Ils sont en train de travailler dur. il a Ils dit- nous ont envoyé d'autres Attends, images, il d'autres a dit autant déclarations. de choses là qu'il en a fait sur le terrain. Exactement. Ah, ça, c'est pas bien non plus. On a vraiment. eu une belle occasion aussi, on l'a vu Non, tout non, à mais l'heure. quoi, Non, mais la morale de tout ça, un peu, c'est bien de travailler dans la sérénité. Bien Oui. Parce que Ouais. Lyon, il y a un mois et demi de ça, ils ne savaient pas où ils allaient débuter le championnat. Ils se retrouvent. Puis en fait, on les a laissés tranquilles. Ils ont contre leur effectif avec les moyens qui sont les. C'est vrai, c'est- Oui. Et puis vous travaillez dans une atmosphère de sérénité, de tranquillité. Vous n'êtes pas tous les jours dans des effets d'annonce, d'expliquer le recrutement, les problèmes internes, les problèmes de relations, les égos, le vestiaire. Mais en fait, ça pollue toute une préparation. C'est vrai que Lyon, on leur fout la paix par rapport à. C'est vrai, t'as raison. Et quand vous travaillez dans la sérénité, vous vous préparez, parce qu'une préparation d'une saison, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail sur la durée. Mais quand il y a trop de choses qui s'y passent, bah, à un moment, il y a des... Bah, Lyon, Et ils ont puis quand même l'été dernier, on nous a expliqué, en tout cas Pablo Longoria nous a expliqué, que on allait voir ce qu'on allait voir et que à partir de maintenant, donc l'été dernier, ce serait une nouvelle politique sportive à l'Olympique de Marseille, stable. qu'on serait dans la stabilité, qu'on est sur une nouvelle ère qui part sur 3 ans avec un entraîneur merveilleux, etc. On constate quand même que le grand monopoly auquel est habitué l'Olympique de Marseille depuis que Pablo Longoria déjà 9 dirige ce mouvements. club continue et que évidemment que les joueurs qui sont là, ils savent pas si après-demain ils seront toujours titulaires, remplaçants ou s'ils seront pas dans un loft. À un moment, ça peut que impacter effectivement cette sérénité, Et- forcément. Là, ce qu'on est en train de vivre ce soir, l'impact de cette victoire de l'Olympique Lyonnais, Giovanni a commencé à en parler tout à l'heure, l'impact, il est au-delà même de ce qu'on peut ressentir là, vous trouvez? Ah, moi, je crois. Bah, pour l'OM, Pour l'OM ou pour Lyon pour Lyon, c'est pas la même chose de faire 3 victoires consécutives et de battre Non, mais l'OM vu le non, mais contexte. pour Lyon, pour eux, il y a vraiment full bonus complet. Mais il y avait quand même Corentin Tolisso qui avait expliqué en tout début de saison, et là c'était une pierre dans le jardin de John Textor. Il a dit cette saison, en tout cas depuis cet été, les choses sont en ordre. On travaille de manière beaucoup plus organisée. On sait qui fait quoi, et ça change la vie. C'est-à-dire en gros, ça apaise complètement le climat. Évidemment, suivez mon regard du côté de John Textor. De l'autre côté, ça va être très très compliqué parce que ce que dit Sébastien, on est déjà à 9 mouvements du côté de Marseille. C'est pas fini visiblement d'après ce qu'on a compris. Et c'est vrai que cette histoire Rabiot là sur le premier match, t'as le droit de perdre à Rennes, ça arrive, c'est le football, c'est la première journée, enfin, il y a pas le feu non plus. Mais cette histoire Rabiot qui a pris des proportions incroyables, en fait, sous couvert parce que c'est un peu comme ça que ça a été vendu, on défend l'institution et pour la préserver, il faut prendre des décisions radicales vis-à-vis de Rabiot. Je pense que ça a braqué une partie du vestiaire parce que moi, je suis attentivement la conférence de presse de Højbjerg qui suivait cet incident-là. Je peux te dire qu'il n'avait pas digéré. Mais les types ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Ça a déjà été évoqué Voilà. 100 fois, mais oui. les types ne peuvent pas comprendre. Des gens qui ont été dans des vestiaires pendant des années, Ouais, on c'est en ça. a au moins 3 ici. Ils ont assisté à combien de bagarres dans leur carrière? Je veux dire, Les mecs se font pas virer pour personne n'a été licencié pour cette raison-là. Donc ça n'a aucun sens, et donc personne ne comprend. L'impact, en tout cas, il est plus grand que ce qu'on aurait ça. pu C'est dur de se imaginer mettre en au ordre de début. marche Ouais. quand t'es joueur et tu ne comprends même pas ta direction et qui parle en plus de plusieurs voix parce que Non, mais en plus, on Ouais. multiplie, mais il y a des joueurs qui, comme Gourig l'année dernière, c'était Oui. Van Basten. Bah, bien Ouais, sûr. c'est ça. Et il reprend le début de la saison et il joue pas, ils prennent quelqu'un d'autre et le mec il est même pas rentré aujourd'hui, il est sur le banc. Il Et prend... Gouiri, on a l'habitude avec lui, Bah c'est-à-dire voilà. qu'il a Là, eu c'est beaucoup, pas- c'est beaucoup. pas- Non, mais Là, c'est pas tous les des joueurs. Derby, c'est pas pour tous les joueurs. c'est pas le pareil. bord de Marseillais, c'est à un moment donné Guiri qui a toujours eu un problème avec la concurrence. Oui, mais là, il a En fait, encore été euh, mauvais. Attention, Balerdi en zone mixte, les amis, on y va en direct. c'est contre- Balerdi, le capitaine marseillais, attention, en zone il a mixte. pas été bon. 3 points. Et après un erreur, moi je prends la responsabilité de l'expulsion de CJ. Et c'est moi qui a commencé. Après c'était dur un mois ici. C'était dur et c'était triste la soirée. On a l'impression que dans ce début de saison, tout s'enchaîne, mais du mauvais côté pour vous. Est-ce que c'est aussi votre sensation? Maintenant, c'est une défaite. C'est dur. Et pour le vestiaire, c'est dur. Maintenant, on a la trêve. On doit réfléchir et ce qu'on a fait mal. Et on doit repartir. Mais aujourd'hui, c'est très dur. Défensivement, vous avez toujours le même problème. Comment tu expliques cette friabilité que vous avez là? Friabilité, Ouais. ce que tu veux. Ce soir, c'était quoi? C'était un erreur. Hein? Tu marques contre ton camp et vous perdez au final. Oui, mais c'était pas le même but qu'on a. Vous avez Ok. pas le droit.
Mais du coup, comment tu expliques Prochain. la fébrilité de la défense? Je ne vais pas répondre. Prochaine question, s'il vous plaît. Vous dites qu'il faut travailler, il faut s'améliorer. Parce que le chantier est grand. Et qu'est-ce que toi tu cibles comme capitaine? Quels sont les principaux points sur les... Maintenant, il faut se tranquilliser parce qu'un défaite comme ça, c'est très dur pour la tête. Et il faut profiter de ça qu'on a la trêve. Et il faut rester humble parce qu'on a fait de bonnes choses, mais ce soir, ce n'est pas le cas, non? Et il faut recommencer. Il faut recommencer avec Lorient parce qu'on a un long chemin et on doit continuer. Merci. Merci. Leonardo Balerdi qui est venu s'exprimer en zone mixte. On n'a pas bien entendu la question à laquelle il ne voulait pas répondre. Évidemment, le visage très fermé, Balerdi. On va aller voir Giovanni qui était juste à côté. Giovanni, cette question à laquelle il n'a pas voulu répondre et puis votre impression sur Balerdi qui avait l'air de se contenir pour ne pas exploser là. On va remettre les choses en ordre. C'était une question d'un de nos confrères de la Provence qui en fait lui demandait d'où venait cette friabilité de la défense de l'Olympique de Marseille. Il y a une relance du journaliste, mais Léo Balerdi n'a pas voulu répondre. Bon, alors après il s'est présenté le premier, il a dit qu'il prenait pour lui cette expulsion de Riley. Il a défendu son jeune compatriote, mais effectivement on sent beaucoup de frustration et de déception dans les mots du capitaine de l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que c'est un sujet qui doit devenir sacrément pesant à l'OM si il souhaite pas spécialement répondre à cette question sur la friabilité de la défense. Ça veut dire que c'est une musique qui est là en permanence, quoi. C'est une musique qu'on a à tous les matchs. Ouais, mais on revient à ce qu'on disait à la mi-temps. C'est un problème d'organisation. On l'a vu tout à l'heure. Ils sont mieux quand ils savent défendre et qu'ils se mettent en place et qu'ils jouent le contre. Mais ils veulent attaquer. On va prolonger évidemment. Giovanni, une précision? Oui, juste, il y a un mot très important qu'a employé Léo Balerdi. Il a dit qu'il faut profiter de la trêve pour se tranquilliser. Et c'est vrai que ce qu'on a vu tout au long de la rencontre, ce qui s'est passé évidemment après le match face au Stade Rennais, c'est qu'à tous les étages de Marseille, on a l'impression qu'il y a de la nervosité et que le capitaine de l'OM ce soir parle. Il faut qu'on se tranquillise. Je trouve que les mots sont assez forts tout de même. Tranquillité. Ils vont faire un retiro pour l'OM. Dave, non mais c'est important quand. Pardon, Dave. Ils vont faire un retiro pour se calmer. Non mais c'est vrai. 6 mois. En fin de saison, ils avaient fait ça un peu à répétition comme ça. Évidemment, je plaisante, mais je veux dire, on a l'impression que c'est pas le contexte marseillais, mais en tout cas cette façon de fonctionner avec une espèce hyper nervosité à tous les étages. Ça contamine tout le monde et je pense que c'est pas un hasard si ça craque. Là, même s'ils se retrouvent en stage pendant une semaine, l'affaire Rabiot, ils l'ont sur le dos. Ouais, ce que tu disais. Dans le vestiaire, et ils l'ont là. Après, ils l'ont pas réglé. Ça a mis du poison pour tout le monde. Vous êtes dans un club ça va être moi demain. Vous êtes dans un club particulier déjà, bien sûr. C'est plus dur à l'Olympique de Marseille, première chose. Et en plus de cela, vous avez des dirigeants et un entraîneur qui sont en permanence sur le registre de l'émotion. En permanence. Quand vous avez un entraîneur qui, lorsqu'il parle d'un de ses joueurs, Adrien Rabiot, qui a quand même un petit CV, et qui nous explique qu'il lui a fait plus de câlins qu'à son propre fils, si vous voulez, cette espèce d'infantilisation permanente, voire aussi de culpabilisation, est totalement néfaste, à mon avis, à la performance et à la gestion d'un groupe. Parce que les joueurs ne sont plus, c'est plus les joueurs des années 80. Vous pouvez pas leur parler comme ça. Ça ne fonctionne pas. Donc pour toi, De Zerbi n'est pas un entraîneur du niveau de l'Olympique de Marseille. De l'Olympique de Marseille. Puisque le retiro ça allait pas. Là, tout à l'heure, la compo ça va pas. Là, il est pas à la hauteur. Là, il est pas à la hauteur au niveau émotionnel. Donc c'est une trompette en fait. De Zerbi, il n'a pas le niveau de l'Olympique de Marseille. Si tu penses que c'est une trompette, je peux comprendre, mais moi je n'irai pas jusqu'à là, loin de là. C'est toi qui exposes des choses depuis tout à l'heure. Chacun vos arguments. J'ai trop de respect. Non, mais visiblement, ça m'agace parce que. Non, mais je t'entends parler depuis tout à l'heure. La direction de l'Olympique de Marseille, mais t'as le droit. Si De Zerbi c'est un entraîneur qui est nul, tu peux pas mieux l'exposer en plus. Depuis plusieurs mois expliquer que Mehdi Benassia est le meilleur directeur sportif de l'histoire de ce jeu, il n'y a pas de souci. Je respecte ta position. Restons sur De Zerbi ce soir. Moi, sur De Zerbi, je dis pas que c'est le meilleur. Je dis simplement, c'est un entraîneur qui a des références. Et il a quelle référence? Mais en fait, il a des références de Ligue des Champions, il a référence de. Non mais explique-moi, c'est quoi ces clubs?
Bah, c'est Sassuolo, il a fait des choses merveilleuses avec D'accord. Sassuolo, il Donc a fait Sassuolo, Brighton, c'est le Real Madrid. il a fait, bah non, Après Brighton, c'est justement avec des clubs moyens, il a fait des choses Moi, je très dis bien, juste, et en je fait. le répète depuis un an, c'est que un entraîneur, les grands clubs, on nous annonçait De Zerbi dans les très grands clubs. D'accord? Bayern Munich, Barcelone, Manchester. Les très grands clubs, à un moment, ils ont arrêté de le regarder. Parce qu'en fait, les très grands clubs, ils regardent ce qui est fait sur le terrain, et Monsieur De Zerbi est évidemment un très bon tacticien, mais il regarde aussi la gestion émotionnelle des choses. Et si les très grands clubs, ils n'ont pas voulu de Zerbi, c'est pas par hasard, en fait. Guardiola est un maître émotionnel, Jürgen Klopp était un maître émotionnel. C'était des mecs zen, c'était des mecs hyper zen, c'est pas une question de qui zénitude, étaient là. jamais dans les émotions. C'est pas une question de zénitude. Alors, je sais pas, je sais pas. De temps en temps, mais je pense que oui. On va mettre un entraîneur au milieu. Si tu compares De Zerbi avec Klopp et. Bah non, mais là tu parles. Alors avançons un petit peu les amis. Non, mais là tu parles. Marseille, Ludo, Sébastien. Tu parles d'émotion. Donc les entraîneurs de haut niveau, ils ont pas le droit d'avoir d'émotion. Je pense que quand dans tous les clubs, c'est calme plat. Toi, t'aurais accepté. Toi, Ludovic Obraniak, qui a une magnifique carrière, mais pas celle d'Adrien Rabiot quand même. Si toi, tu aurais accepté qu'on te dise qu'on te fait des câlins toute l'année, que t'as été très gentil avec toi, tu ne l'aurais pas accepté. Tu le sais très bien. Déjà à Auxerre avec Correa, t'acceptais pas des trucs. Donc imagine à Marseille avec De Zerbi, si on t'avait dit ça. Et c'est pour ça que tu connais très mal les vestiaires, tu crois les connaître, mais tu les amis, connais très mal. C'est qu'en fait les joueurs pour 90% sont demandeurs de ça. C'est pas les entraîneurs qui vont chercher ça, c'est les joueurs qui sont demandeurs. Et c'est pour ça que tu connais très mal. Oui, mais Adrien Rabiot, il se complaisait très bien dans ce rôle de père-fils, machin, ça lui allait très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a explosé entre les deux. Adrien Rabiot, il a beaucoup aimé. On avance pour revenir sur le match de ce soir. Ludo, Sébastien. C'est quoi ton lien avec Mehdi Benassia et l'Olympique de Marseille? Sébastien, Ludo. Sébastien, Ludo. Je trouve que démonter les gens pour démonter les gens. Mais moi, je démonte pas les gens. Et t'as pas d'argumentation, en fait. La première chose, t'as pas d'argumentation. Non, t'as pas d'argumentation. Sébastien, Ludo. Sébastien. En revanche, il y a des arguments. Sébastien, Ludo. Sébastien. Ça s'appelle un argument. Et donc, De Zerbi, la première chose que j'ai dite, c'est que je trouvais qu'il avait fait le bon choix à la mi-temps, en changeant son système. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Sébastien Ludo, on sort de ce face-à-face simplement avec Giovanni qui souhaitait rebondir sur ce Giovanni qui souhaitait rebondir, et ensuite Régis et Raymond. Et on avance, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je voulais juste dire par rapport à ce qu'évoquait Sébastien, là où je le rejoins, il ne s'agit pas de remettre en cause les compétences de Roberto De Zerbi, qui est un bon technicien, mais je trouve que très souvent, il met un peu de l'huile sur le feu du côté de l'Olympique de Marseille. L'an passé, je me souviens encore de sa sortie en disant si c'est moi le problème après le match face à Auxerre, je peux partir. Je trouve qu'il ajoute de la nervosité, alors que de l'autre côté, la direction marseillaise et Mehdi Benassia et Pablo Longoria nous pose un plan sur 3 ans. Et je trouve que le comportement émotionnel de Zerbi ne va pas dans le sens de la stabilité. En tout cas, c'est ce que je ressens à chaque fois que je vois les Marseillais du stade, etc. Il y a une espèce de nervosité que je ne m'explique pas, parce que l'an passé, si on prend juste l'aspect comptable, la saison de l'OM, elle est réussite. En fait, ils sont 2e derrière le Paris Saint-Germain. Ils ont gardé la colonne vertébrale. Donc, il n'y a aucune raison qui explique ce début de saison très nerveux, si ce n'est, à mon sens, en partie, le comportement de Roberto De Zerbi. Il a raison, c'est ce que je disais. Il devait arriver lancé, parce qu'ils avaient très bien fini, et que leur intersaison, malgré tout, avant cette histoire de Rennes, c'était globalement, ils avaient gardé les cadres, les joueurs importants, on va dire, plus upgradés avec Aubameyang par-ci, un ou deux défenseurs, Medina, etc. Et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, tout a explosé à Rennes, en fait. Et que là, pour raccommoder les trucs, reconsolider, franchement, ça va être très compliqué. Si, après le mercato, ça arrive. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus le mercato, bien sûr. il y a eu des exemples, notamment à Lyon aussi. À Lyon, oui, bien sûr, c'est vrai. Une fois que le mercato était terminé, il y avait un peu plus de sérénité. Régis et Raymond, ensuite, votre regard sur ce que l'OM a dégagé ce soir, parce qu'on s'appuie sur le match, par rapport à De Zerbi, à la prestation de l'OM, et vous me direz tout à l'heure si ça devient alarmant pour l'OM. Déjà, ne comptez pas sur moi de pouvoir me permettre de juger l'entraîneur De Zerbi. Je ne le connais pas, que j'ai une opinion. Après, j'ai envie de demander à Ludo et à Seb quelle est pour eux la définition d'un bon entraîneur. Ça prendrait des heures. On fera une émission spéciale. Mais votre ressenti, Régis. Après, moi, mon ressenti, en fait, est-ce que c'est vraiment dû à un problème d'entraîneur? Est-ce que c'est vraiment dû à un problème de contexte de club?
par rapport aux problèmes qui sont gérés, mal gérés, d'une certaine façon. Alors on sait que Marseille est un contexte émotionnel à tous les niveaux, très élevé, en bas comme en haut, parce que vous perdez, c'est dramatique, parce qu'en fait, vous avez l'impression que tous les week-ends, si on est dans un état d'urgence, que vous êtes obligé de gagner, et si vous gagnez pas, il y a des problèmes qui vont sortir tous les week-ends. S'il n'y a pas une atmosphère de travail et de sérénité tranquille, vous n'y arriverez jamais, quel que soit le contexte. Maintenant, à Marseille, c'est vrai, et Seb l'a répété, c'est un club particulier. Vous devez vivre avec cette particularité, avec des choses qui ne se passent pas dans les autres clubs. Maintenant, que ce soit l'entraîneur, le directeur sportif, le président, le DG qui ont par leur responsabilité, il faut admettre que la gestion de ces derniers temps de l'actualité n'a pas été bien gérée. En fait, ça a engendré beaucoup de quiproquos, de mauvaises réponses, de mauvaises questions. Maintenant, la situation de De Zerbi en tant qu'entraîneur, c'est vrai que c'est quelqu'un d'émotionnel. Il aime profondément le foot. C'est une évidence. Il aime le foot, il aime le jeu. Parfois, peut-être, il ne se retrouve pas avec les joueurs qu'il a à sa disposition, peut-être dans l'engagement, dans ce que peut-être lui, il veut exprimer. Peut-être son message ne passe pas de certaine façon. Mais on peut... Je veux dire, la fragilité d'un entraîneur avec un groupe dans la conception du foot que vous voulez mettre en place, elle n'est pas simple, elle n'est pas évidente. Et moi, je trouve qu'il y a trop de choses qui changent tous les ans, à travers un recrutement. Vous avez fini second l'année dernière. Pourquoi tout bouleverser d'un seul coup? Pour quelle raison? Après moi je suis d'accord, hein, la gestion de Rabiot, c'est le traiter comme mon fils, mais en fait vous êtes fous parce que la gestion d'un vestiaire, vous savez pertinemment que dans la semaine, quand vous déclarez ça, les joueurs ils vont venir dans votre vestiaire, ils vont dire donc Rabiot, nous on veut qu'il revienne, mais vous avez déclaré que c'était mon fils, je l'ai aimé plus que mon propre fils. Vous êtes père, mais vous n'en rendez pas compte les dégâts que ça peut faire dans un vestiaire, parce que ça fait des dégâts, quoi qu'on en dise. Tu connais pas bien les vestiaires de foot, toi non plus, je crois. Tu crois? Bah apparemment, je sais pas. Fais attention à pas trop me chercher quand même. Raymond, et on reste dans une bonne ambiance. Raymond, pour réagir là-dessus. Non, moi pour parler de Zerbi, je l'ai dit l'année dernière en fin de saison. Autant je l'avais critiqué au début de saison. Sa manière de jouer, je veux dire, on l'avait annoncé comme un entraîneur offensif, comme un entraîneur qui joue, qu'un entraîneur qui fait du beau football. Il a pris 3-4 roustes en prenant des buts contre Auxerre, il y a eu 3 matchs où il perd contre Reims, et des boulevards il y avait. Et il est revenu à autre chose. Il a changé de son organisation, il a changé un petit peu son idée de base. Et il a réussi. On peut dire qu'il a réussi la saison. Il est 2e et il finit. Donc, bravo. Ils repartent là aujourd'hui. J'ai vu ce match. On a vu le match contre Rennes. On a vu le match... le PFC, c'est pareil. Si le PFC est un peu plus efficace, ils ont les mêmes boulevards. Il est reparti sur les mêmes bases. Et on s'est rendu compte en deuxième mi-temps que finalement, en défendant, et en jouant le contre, ils avaient quelque chose, ils avaient des capacités et des possibilités. Et c'est Seb qui le dit tout à l'heure, il veut jouer, et beaucoup d'entraîneurs, c'est une mode, et on est obligé, les entraîneurs sont presque obligés de le faire maintenant. Il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils aient le ballon, il faut qu'ils aient la possession. Mais quand on a les joueurs du Barça, oui, c'est jouable. Quand on a les joueurs du Real, oui, c'est jouable. Mais quand on a les joueurs de Tartampion, mais non, c'est pas jouable. Les joueurs de l'OM sont pas encore des joueurs de Tartampion. Non, mais quand on a des joueurs, quand on a des joueurs moyens, non, parce que quand tu as une équipe bien organisée, qui t'attend, qui sait utiliser les comptes, t'as fait des boulevards, t'as ouvert des espaces, et les mecs, ils y vont. Quand tu prends l'option de jeu, vouloir jouer haut. Dire la ligne défensive est très très haute. Combien de fois ils se font prendre dans le dos? C'est le cas. Pour régler déjà ça, il faut que les mecs de devant, ils participent un petit peu quand même à la récupération du ballon, à la réaction. Et il y a trop d'équipes adverses qui sortent facilement de ce premier pressing, parce qu'en fait, il ne se passe pas grand chose. Donc, est-ce que là, le rôle de l'entraîneur, et là je me permets, de se dire, on est en difficulté là, est-ce qu'on doit pas faire reculer le bloc? Est-ce qu'il doit pas être bloc mi-terrain ou un petit peu plus bas? En deuxième mi-temps, ils ont fait ce choix, qui était un bon choix quelque part. Parce que la vérité du terrain a été bonne quand même. Mais qui est un bon choix en infériorité numérique. C'est-à-dire qu'à 11 contre 11, jamais, je pense qu'il renonce à ce point. Est-ce qu'il change pas le niveau de son bloc?
Parce qu'en première mi-temps, le problème du bloc, il était criant. Il était criant aussi contre les mecs devant. on est d'accord. Greenwood, il défendait pas. En fait, il faisait rien en fait. Sorti à la mi-temps d'ailleurs, Greenwood. Déclaration de Roberto De Zerbi, Romain. Oui, une première réaction de l'entraîneur marseillais chez nos confrères de Ligue 1. Plus là encore, c'était convenable à 11 contre 11. On a peu concédé d'occasions. En première période, malgré Fofana qu'on a eu du mal à gérer, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir joué à 11 contre 11. On le rappelle, 29e minute, carton rouge contre CJ Egan Riley. Alors rebondissons là-dessus. Est-ce que l'exclusion transforme l'Olympique de Marseille? Vous aviez vu des choses intéressantes de l'OM avant? Il regrette pas d'avoir joué à 10 contre 11, à 11 contre 10 à Rennes? Non plus. Non, mais moi, la saison, c'est ça, à un moment. Je trouve que ça tient pas. Alors après, peut-être que c'est pareil, c'est une réaction, il a pas encore le recul, il a peut-être pas revu le match. Moi, j'ai pas trouvé qu'à 11 contre 11, Marseille. Est-ce que c'était convenable? Mais non, même pas. Parce que c'est moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que les premières minutes avaient été hachées, plutôt à l'avantage de Marseille, mais sans que ça donne quoi que ce soit. Et à partir du moment où Lyon a réussi un tout petit peu à mettre le ballon sur le pied, je pense notamment à Tyler Mortol, j'insiste sur ce garçon, qui leur a fait une chanson pas possible, et qu'ils ont commencé à trouver les situations pour trouver Fofana, pour trouver Vinicius sur le côté. Abner. Oui, il est pas dans une autre dimension, Dave. C'est pour upgrader cet Olympico, tu vois. Tu dis Fofana, Vinicius, c'est un familier. C'est un familier. Il est toujours avec nous, Raymond. Vous inquiétez pas. Non, mais moi je trouve qu'il. Alors je sais pas si c'est une espèce de façon de déplacer le débat, de se réfugier derrière cette expulsion, non pas en disant qu'elle est injuste, mais en disant derrière le match est plus le même. Moi je trouve pas que Marseille ait été convenable. Moi, je trouve pas. Je pensais qu'ils allaient prendre les Lyonnais à la gorge, qu'ils allaient vraiment leur mettre une pression pas possible. Je l'ai pas vu ça à 11 contre 11. Et j'ai trouvé qu'en fait, l'expulsion avait un peu accéléré effectivement le fait que les Lyonnais étaient en train de prendre le dessus de toute façon sur ce match. Après, ça a été dans les grandes largeurs. Sauf en seconde période, finalement. Corentin Tolisso, tiens, en direct depuis la zone mixte après la victoire de l'OL. On le rappelle 1-0 face à Marseille. Corentin Tolisso qui est là. Bonsoir Corentin, je suppose qu'on ressort avec beaucoup de fierté de cette victoire dans un choc aussi important. Ouais, bien sûr, on est très très fiers d'avoir pu gagner, très contents. Voilà, c'était un match compliqué, on a su les mettre en difficulté, ils ont pris ce carton rouge. Après, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'ils étaient un peu plus bas, donc il fallait trouver d'autres solutions. Et on l'a trouvé à la fin, on a été patient, on n'a pas abandonné, on a continué. Et voilà, on a été récompensé de nos efforts. Ça fait 3 sur 3, Corentin, c'est pas arrivé à l'OL depuis très longtemps, même depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. Oh. Après ce que vous avez connu cet été, c'est une histoire qui est assez belle. Ouais, c'est une belle histoire. C'est une bonne chose, on a réussi à faire 9 sur 9, il faut qu'on continue, qu'on reste humble parce qu'on n'arrivait nulle part. Et si on reste pas humble, c'est ça qui peut nous griller, donc garder cette humilité, continuer à bien travailler, c'est ce qu'on fait. Et pour moi, si on continue à travailler, on sera toujours récompensé. Donc voilà, toute l'équipe tire dans le même sens, on a vraiment, je le répète chaque semaine, mais un très très bel état d'esprit, et ça c'est encore vu ce soir, avec le public qui a fait vraiment un travail extraordinaire pour nous pousser. Et voilà, je pense que si on a mis ce but aussi, c'est grâce à eux. Avec le départ de Georges, vous n'aviez pas forcément d'avant-centre de métier ce soir, et vous avez fait preuve de solidarité en essayant tous de marquer. Du coup, vous êtes un petit peu dit, on y va tous, on essaye. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a joué sans avant-centre. À partir du moment où ils sont passés à 10, j'ai essayé un peu de jouer plus haut et de jouer avant-centre. Ça n'a pas été facile, je vous le cache pas, mais voilà, je pense que pour l'équipe c'était important qu'il y ait quand même un joueur un peu plus haut et qui reste dans la surface, pas trop de monde derrière la balle, parce qu'il fallait quand même apporter du danger, et voilà, il fallait qu'un maximum de joueurs se projettent. On a vu sur le but, c'est Tanner qui l'a dévié pour Nico, et au final c'est Pavel qui marque, donc tout le monde était concerné, et tout le monde avait vraiment envie de gagner ce match. Après tout ce qui s'est passé au début de l'été, ce week-end encore avec le départ de Georges, qu'est-ce que ça représente d'être à 9 sur 9 sur route? Bon, on est un peu sur un nuage en ce moment. C'est sûr qu'on est content, c'est sûr qu'il s'est passé pas mal de choses, comme vous l'avez dit, cet été. Là, on a appris le départ de Georges. Voilà, le club devait faire un départ, on le sait, c'était soit Malik, soit Georges. Du coup, Georges est parti. C'est sûr que ça fait mal de perdre un joueur comme Georges, mais je crois qu'il va avoir quelques arrivées pour le remplacer. Donc on fait confiance à la direction. Ils ont fait un travail énorme durant tout l'été déjà pour nous maintenir en Ligue 1. Et là ils continuent. Donc même s'ils ont vendu Georges, je sais qu'ils feront du bon boulot pour récupérer un ou plusieurs attaquants et nous permettre
de réaliser des bonnes performances et surtout atteindre nos objectifs de la saison. Corentin Tolisso qui salue le travail de la direction et le mercato. On le rappelle, il ferme demain à 20h. Donc ce sera édition spéciale dans l'équipe de Choc et dans l'équipe de Greg pour la clôture de ce mercato à 20h. Une stat qui est impressionnante pour l'Olympique Lyonnais, Romain. Et oui, c'est la seule équipe de Ligue 1 après 3 journées qui n'a toujours pas concédé le moindre but. Il y a eu la victoire 1-0 à Lens, puis un succès 3-0, puis la victoire 1-0 ce soir. Donc toujours pas de but concédé pour la défense lyonnaise qui fait le taf. Je suis pas sûr que Lyon ait déjà fait, même dans ses grandes années, 3 victoires pour commencer. Ah bah tiens, 3 matchs, 3 victoires. On l'a. Alors je veux juste savoir, Raymond, vous faisiez quoi Je crois pas. Alors vous voulez jouer? Non, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est les années 80. Voilà, c'est les années 80. C'est pas les alors grandes c'est années années 80, presque années 70. Wow, 81, 82. Voilà, c'est ça. Pour la dernière série de 3 matchs, 3 victoires pour débuter la saison. Même un truc même dans les grandes années. Vous étiez où en 80, 82, Raymond? Je sais plus, c'était le siècle dernier. Vous étiez à Lyon ou pas? Je sais pas, 80, 82. T'es à Bordeaux? Ah non, vous étiez au PSG, tiens. PSG, on me souffle, ouais. J'étais au PSG. Vous avez été au PSG, vous? Oui, parce que 79, j'étais à Strasbourg. T'as gagné la coupe avec Paris? J'ai gagné la coupe avec Paris. La coupe avec Paris, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est des choses, on a. C'est un autre siècle. De ça. Quoi? C'est l'histoire, ça compte. Enfin bon, là, pour revenir sur Lyon. Sur Lyon. On parle de Lyon, ils n'ont pas pris de but. Mais ce soir, ils peuvent conclure un truc, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'un attaquant. Ouais. Parce que quand Fofana est sorti, il ne s'est plus rien passé. Il ne s'est plus rien passé du tout. S'ils n'ont pas quelqu'un, et ils ont mis des centres, ils ont dû en mettre, je sais pas, 20. Des centres comme ça, balancés dans le paquet. Il n'y a pas, comme tu disais, Régis disait tout à l'heure, il n'y a plus de débordement, il n'y a plus de situation vraiment sur les côtés travaillées pour avoir des centres avec des gens qui viennent au premier poteau, des attaquants. Et ça, ils l'ont pas. Je le redis encore, cette deuxième mi-temps, ils ont frôlé la catastrophe. Et c'est euphorique parce que ils ont marqué à la fin. Mais ils peuvent prendre il y a une occasion monumentale quand il essaye de faire la talonnade. C'est Ahmed Junior Traoré. Voilà, Traoré. C'est incroyable. On se demande pas ce qu'il va faire. Il peut mener à 0. Ah, mais c'est intéressant ça. Préciser aussi qu'il y avait Martin Satriano qui était en tribune, qui est en oui, train qu'ils ont un attaquant, etc. Et les suiveurs, les journalistes qui suivent l'OL aussi pour le journal L'Équipe disaient que en cas de vente de Mikotadze, il y avait un œuf qui devait arriver demain. Un autre en tout cas. Il faut qu'il arrive avant 20h. Donc exactement. La fermeture du. Non mais la fermeture du mercato, c'est factuel. Le chrono à l'aéroport. Il faut qu'il passe la visite médicale et qu'il signe. Et qu'il signe. Donc. Faut pas que l'avion il dure tard. Faut pas que. La journée va être folle demain pour la fin du mercato parce que même à l'Olympique de Marseille, ça va bouger encore énormément. 20h, c'est certain. 20h, oui. 20h, oui. C'est 20h. C'est fin du mercato à 20h demain. Voilà, c'est nouveau. Par contre, l'Arabie Saoudite, c'est plus tard. C'est le 10 septembre. Donc les Saoudiens peuvent encore acheter des joueurs. Pour les départs, effectivement. Rabiot, tiens, on va en parler dans quelques instants, mais selon d'abord nos confrères de l'équipe tout à l'heure qui parlaient de l'AC Milan, ça bouge pour Rabiot. Absolument, vous voyez ici sur la tablette le journaliste spécialisé Fabrizio Romano qui nous annonce que ça va se faire pour Adrien Rabiot, donc à l'AC Milan. Il parle d'un deal autour de 10 millions d'euros et d'un contrat de 4 ans pour Adrien Rabiot qui va donc retrouver Maximiliano Allegri du côté des Rossoneri. C'est bien pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde, Dave. De toute façon, vu ce qu'était l'histoire, parce que moi j'avais entendu parler de la possibilité avec la porte qui s'ouvre, etc., des rumeurs que finalement Rabiot va peut-être rester. Moi, compte tenu de ce qui s'était dit et compte tenu de la personnalité, de ce qu'on sait historiquement d'Adrien Rabiot et de sa maman, parce qu'elle a été aussi visée dans l'histoire, je voyais pas comment ça pouvait revenir. On parle pas d'un joueur qui twiste facilement. C'est un joueur quand vous lui avez mis une balle, je veux dire derrière, il l'oublie pas et voilà. Et là. Marseille va récupérer une indemnité de transfert, j'imagine. Oui, une dizaine de millions d'euros selon Fabrizio Romano. C'est pas neutre quand même pour Marseille parce que sinon ils allaient le perdre gratuitement. Et Marseille récupère un top joueur et pour Rabiot. C'est un championnat qu'il connaît, qu'il maîtrise, un entraîneur qu'il connaît parfaitement, c'est un grand club. Ouais, mais c'est une meilleure affaire réalisée par l'Olympique de Marseille qui l'a eu libre et qui récupérerait 10 millions d'euros. Ouais. Donc ça, c'est une bonne affaire financière. Ouais. Pour Adrien Rabiot, on peut en discuter en revanche. Parce que sportivement, aujourd'hui, Milan... Pas de Ligue des Champions. C'est pas incroyable. Il y a la Ligue des Champions. Il était venu à Marseille, il voulait jouer la Ligue des Champions. J'ai regardé leur équipe, elle est pas. Il faudra qu'il attende au minimum. Il jouera pas la Ligue des Champions. On reparlera de ce mouvement d'Adrien Rabiot à l'AC Milan, donc pour un contrat qu'il attend de 4 ans. Mais on revient à cette défaite de l'OM ce soir sur la pelouse de Lyon. Défaite 1-0, but contre son camp de Balerdi en toute fin de rencontre. Est-ce qu'on peut parler de crise sérieuse à l'OM après ce début de saison et cet Olympico ce soir? 2 défaites déjà pour l'Olympique de Marseille après la première défaite à Rennes pour lancer la saison.